Bonjour, troisième et dernier des débats Élysée 2012 autour de la présidentielle que nous vous proposons sur les sites des Premières et Radio O. J-10 avant le premier tour et ça s'agite sur Facebook et Twitter entre les candidats qui rendent compte quasiment minute par minute de leurs déplacements ou déclarations via les réseaux sociaux et les supporters des uns et des autres qui s'affrontent par message interposé. La toile affole-t-elle la présidentielle? Et surtout, tout ceci est-il de nature à changer la phase de l'élection la plus importante de France dans l'Hexagone et Outre-mer? Pour en débattre autour de cette table aujourd'hui, Erwan Gaucher, journaliste spécialiste des réseaux sociaux, Olivier Biffaud, rédacteur en chef adjoint du site présidentiel 2012 de France Télévisions et William Cromwell, chef du service politique de François. Nous aurons également par téléphone deux aficionados de Twitter, Joseph Naudin en Martinique et Alain Chakri, alias Le Rédac, à La Réunion. Messieurs, bonjour. 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 Et pour entrer dans le vif du sujet, on va se tourner vers vous, Erwan Gaucher, spécialiste donc des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils en passe, selon vous, de supplanter les médias traditionnels que sont la télévision, la radio et la presse écrite? Les supplanter, non. Mais venir en ajout et venir offrir sans aucun doute une nouvelle façon de communiquer de la part des candidats à une élection comme la présidentielle et surtout des partis, oui. Moi, ce qui me semble aujourd'hui le plus frappant, c'est que les réseaux sont un excellent outil pour les partis pour remobiliser leurs supporters et pour organiser une communication extrêmement rapide qui n'a plus nécessairement besoin de passer par les médias, mais comme les médias s'intéressent de très près à ce qui se passe sur les réseaux, ça ne les supplante pas. Mais on a quand même quelque chose qui devient intéressant, c'est qu'on a une vraie présence de la plupart des candidats, mais on est encore très loin d'une utilisation poussée, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant une utilisation pour la plupart des candidats, en tout cas pour les principaux, les plus gros, ceux dont on pense qu'ils ont plus de chances d'être au second tour, qui est une utilisation des réseaux, une utilisation vitrine. Je dis où je suis, je dis ce que je fais, mais je n'engage pas le débat, je n'engage pas la conversation. Donc pour l'instant, c'est un vrai outil de mobilisation des campagnes et des supporters. Ça n'est pas encore pour les gros candidats un outil de conversation. En revanche, pour les petits, c'est une excellente façon d'exister de façon importante, sans avoir à se battre pour un peu de temps de parole avant la campagne officielle, ça c'est sûr. Est-ce que c'est, selon vous aussi, Olivier Biffaud, un véritable moyen de communication pour les candidats vis-à-vis des électeurs? C'est un moyen de communication, mais je voudrais d'abord, si vous voulez, rebondir une seconde sur ce que vient de dire Erwan, parce que je crois que l'intérêt et la nouveauté des réseaux sociaux dans cette campagne et en général dans le domaine de l'information, c'est d'apporter, d'attirer un nouveau public, un public qui ne lit plus ou qui ne lit pas la presse écrite. Et c'est un public de jeunes, et c'est un vieux qui vous dit ça. Moi, je suis frappé par l'engouement des jeunes qui ont moins de 30 ans et qui s'informent quasiment uniquement via les réseaux sociaux. Pour preuve, sur le site que je dirige, présidentiel 2012 de France Télévisions, on a un compte Twitter, on a quasiment 10 000 abonnés. Il nous arrive très fréquemment de faire des tweets toute la journée en mettant en lien les papiers que nous diffusons sur le site. Et je m'aperçois que les gens lisent les tweets, mais ils ouvrent rarement les liens pour aller lire les papiers. Et c'est ce qui est assez étonnant. C'est du commentaire finalement. Voilà, en quelque sorte. C'est la conversation. William Cromwell, vous qui avez suivi déjà 3 campagnes présidentielles pour l'Outre-mer, ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que vous trouvez justement que les choses ont un peu changé pour cette présidentielle-là? Est-ce que finalement Twitter et Facebook ont aboli la distance entre l'Hexagone et l'Outre-mer? Pas complètement aboli. La distance, elle existe toujours et l'inquiétude des candidats, c'est de pouvoir couvrir cette distance et donc d'essayer au maximum, tant que faire se peut, d'aller sur place. Autant jusque 2002, tout le monde sentait bien qu'il y avait quelque chose outre-mer. À partir de 2002, il y a peut-être est-ce que c'était à cause de Christiane Taubira. En tout cas, on a pris conscience que l'outre-mer pouvait compter et le passage outre-mer devenait obligatoire. Et vous avez des candidats qui ont sillonné l'outre-mer en sachant pertinemment que le voyage qu'ils auront fait à ce moment-là, c'est toujours un qu'ils n'auront pas à faire pendant la campagne où le temps est très resserré.
Donc là, c'est un petit peu moins vrai. En 2012, il y a eu des déplacements outre-mer. Il y en a eu moins que les autres fois, les scrutins précédents. Ça s'est concentré beaucoup autour de La Réunion. Oui, parce que La Réunion, c'est ce qu'il y a de plus rentable en termes d'électeurs présents. Hein. Vous avez un tiers des électeurs d'outre-mer qui sont là. 540 000 électeurs inscrits. Voilà. Vous avez des conditions de déplacement assez simples. Hein. Vous passez une nuit à dormir et hop, vous êtes sur le terrain. Vous repassez une nuit à dormir et hop, vous êtes à nouveau en métropole. Mais voilà, il faut y aller. Et en termes de rapport déplacement et électeurs touchés, La Réunion, c'est vraiment bon ce qu'il y a de plus rentable. Prix, hein. Donc pas beaucoup de décalage horaire aussi. Et donc peut-être les réseaux sociaux sont un moyen d'être en contact pour les autres outre-mer, pour les candidats en tout cas d'être en contact avec les autres outre-mer. On va aller faire en tout cas un petit tour tout de suite à La Réunion avec le Rédac qui est un tweetos qui s'intéresse beaucoup à la présidentielle et à la politique en général. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes à La Réunion. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu les réseaux sociaux changer un petit peu le regard de vos compatriotes sur cette présidentielle? Est-ce que finalement les gens, les électeurs en général et les jeunes en particulier, dont parlait Olivier Biffaud, s'intéressent un petit peu plus à la politique grâce aux réseaux sociaux? Alors, je ne sais pas s'ils s'intéressent plus à la politique grâce aux réseaux. En tout cas, c'est sûr que forcément, par la force des choses, je pense qu'ils sont amenés à voir les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, alors que précédemment, enfin avant qu'il y ait ces fameux réseaux, il fallait chercher l'information ou être devant la télévision en fait. Donc ça veut dire que finalement, ça permet, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de faire du commentaire sur le commentaire, tout ça, tous ces réseaux sociaux, plus que sur l'action politique en elle-même. C'est ça qui intéresse les gens? C'est déjà pour éventuellement faire des commentaires, mais je vois sur Twitter, surtout en particulier, il y a eu pas mal de commentaires, mais ça dépendait, on va dire, des candidats. Moi, après, ce que j'ai constaté, c'est que donc là je parle vraiment de Twitter, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages venant donc des candidats politiques, mais qui n'ont pas forcément été relayés, mais par contre qui ont été lus ou commentés effectivement par les utilisateurs, quoi. Et après, effectivement, comme je vous disais, c'est vrai qu'on est un peu par la force des choses, on est obligé finalement de quelque part, on voit beaucoup plus tout ce qui est information politique à l'heure actuelle qu'avant, puisque là, même sans chercher, finalement, on va tomber dessus, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est de la démocratie participative, comme le disait une candidate à l'élection présidentielle de 2007? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Est-ce que ça veut dire que c'est de la démocratie participative, comme le disait une candidate à l'élection présidentielle de 2007? Participative, oui, on donne beaucoup son avis. C'est vrai qu'on donne beaucoup son avis, notamment là plus sur Facebook que sur Twitter. Bon, sur Twitter, voilà. Sur Facebook, on donne pas mal de commentaires, on donne son opinion, on râle, on dit que c'est bien, on dit que c'est pas bien. Enfin, on s'exprime, je pense, on a l'impression de s'exprimer du coup directement à un candidat quand il a un blog ou un compte Twitter. J'ai remarqué aussi des gens qui s'exprimaient directement à un candidat via le compte Twitter. Bon, donc on a peut-être le sentiment d'être au plus près en fait des hommes politiques qu'on l'était auparavant, quoi, grâce aux réseaux sociaux. Merci le Rédac. Vous pouvez redonner peut-être votre adresse Twitter pour nos amis qui voudraient directement converser avec vous. Le Rédac, voilà. Depuis La Réunion. Voilà. Merci à vous. Voilà. Je vous en prie. Erwan Gaucher, on le disait à l'instant, c'est une façon pour les candidats de dialoguer directement avec les électeurs. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des risques pour les utilisateurs de se faire abuser? Est-ce que ce sont les candidats qui tweetent directement ou est-ce qu'ils ont des équipes autour d'eux? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le nom des candidats pour donner des informations? Ça, c'est une des grandes nouveautés de cette campagne-là, c'est que maintenant, on a de véritables équipes numériques qui sont à la disposition de chaque candidat. Assez peu de candidats tweetent eux-mêmes, en tout cas pas les plus gros. C'est vraiment là que la distinction se fait. Évidemment, non, Nicolas Sarkozy et François Hollande ne tweetent pas eux-mêmes, mais l'annonce, c'est clairement dit sur le compte Twitter, on n'a pas derrière le smartphone de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Sauf quand Nicolas Sarkozy les écrit lui-même exactement. et qu'il met NS. Voilà, c'est signé particulièrement. Donc la règle est plutôt bien respectée et on sait à qui on s'adresse. On a des candidats qui tweetent eux-mêmes et qui le font plutôt bien. François Bayrou le fait assez régulièrement lui-même, est un de ceux qui tweetent le plus souvent lui-même et le fait plutôt bien. Et ça permet de mettre en place une conversation, mais c'est bien là où on voit qu'on est au temps 1 de cette utilisation des réseaux, parce qu'on est vraiment uniquement dans l'affichage, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. La page des grands candidats ne sont
assez peu interactif sur Facebook. On est sur des pages où on explique ce qu'on fait, on explique où on est, on explique sa campagne, mais on n'entre pas dans la conversation. Et ça se comprend. Les très gros candidats, je prends toujours les deux favoris aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont assez peu d'intérêt à se mettre à converser. D'abord parce que la conversation serait difficilement tenable. Nicolas Sarkozy, qui entame une conversation aujourd'hui sur Twitter, va se faire interroger, interpeller par 100 ou 200 000 personnes. Il ne peut pas tout seul, évidemment, tenir une conversation. Et puis, globalement, je ne suis pas sûr que ce qu'on va appeler la twittosphère lui soit particulièrement favorable. Donc il a assez peu de choses à gagner et beaucoup de risques à prendre parce que c'est un média qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent. Donc ils confient à des gens qui, eux, les connaissent bien et font leur communication dessus. Mais pour un Nicolas Sarkozy qui connaît parfaitement la grammaire de la télévision, qui est très à l'aise sur un plateau de radio ou de télévision et qui va toucher 4, 5, 6 millions de personnes sur une émission, en la maîtrisant parfaitement et en n'étant pas du tout pris en défaut, sur Twitter, il va toucher quelques centaines de milliers de personnes en prenant de gros risques parce qu'il ne connaît pas les usages, il ne connaît pas les règles, que c'est quand même un petit monde assez particulier. Donc il reste quand même pour l'instant très très prudent, on est dans de l'affichage. En revanche, les petits commencent à mettre en place des conversations qui ne sont pas inintéressantes. Aux réseaux sociaux. Élysée 2012, le débat autour de la présidentielle, Facebook et Twitter ont-ils révolutionné cette présidentielle? Olivier Biffaut, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint du site présidentiel 2012 de France Télévisions, est-ce que vous avez l'impression que finalement tout a changé depuis l'apparition de ces réseaux sociaux? Tout a changé depuis Gutenberg. Sans remonter jusque-là peut-être. Évidemment, à partir du moment où vous introduisez un nouveau média qui est un média beaucoup plus rapide que les médias précédents qui étaient habituellement utilisés. Je ne parle même pas de la presse écrite, mais Twitter, Facebook, les réseaux sociaux en règle générale, vous donnent dans un espace de temps extrêmement réduit n'importe quelle information et n'importe quelle nouvelle qui se déroule à n'importe quel coin du globe. Vous avez un tremblement de terre au Japon ou la mort d'une personnalité extrêmement connue sur le continent sud-américain. Vous êtes absolument sûr que dans les 5 minutes qui suivent, la Terre entière est informée. Donc forcément, si on replace ça à une échelle beaucoup plus petite et hexagonale qu'est l'élection présidentielle, vous avez un phénomène, je dirais, d'emballement. Il peut y avoir un sujet qui fait la une de l'actualité parce que c'est arrivé via les réseaux sociaux et pendant l'espace de 12 heures, on ne va vous parler que de ça. Et cet événement va être balayé dans les 12 heures qui suivent parce qu'il y aura un autre événement qui aura peut-être aussi peu d'importance que le précédent ou qui sera beaucoup, beaucoup plus important. C'est une des données du reste des réseaux sociaux, c'est de ne pas tellement savoir hiérarchiser l'importance des informations. Et ça, il y a peut-être aussi du coup des difficultés parce qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire pour pouvoir appréhender et digérer cette information. Et que tout le monde commente. Vous n'avez pas une, entre guillemets, caste de commentateurs. Il n'y a pas de filtre en fait. Ça passe effectivement directement. William Cromwell, vous qui suivez ces campagnes présidentielles pour François maintenant et avant pour la radio, on le rappelle, les candidats, on le disait avec Erwan Gaucher, ont des comptes Twitter. Est-ce que vous aussi, c'est un moyen pour les journalistes de communiquer finalement avec eux? Pas tellement de communiquer. On est surtout, nous on a besoin de rendez-vous vrais et puis d'informations crédibles et avérées. Donc c'est une amorce d'informations qui sera après vérifiée et contredite éventuellement, mais ce n'est pas de l'information telle qu'on peut la diffuser. Nous, on ne diffuse pas à partir de ce qu'on peut ramasser sur Facebook ou Twitter. On vérifie d'abord et nous, on livre une information nettoyée, on va dire. Alors ça, c'est vrai pour les journalistes parisiens. On va aller faire un petit tour en Martinique avec Joseph Naudin, qui est rédacteur en chef de Martinique Première, la télévision. Et voir avec vous, Joseph Naudin, est-ce que vous, par contre, vous qui êtes loin, vous qui êtes en Outre-mer, est-ce que ces fameux réseaux sociaux, Twitter, mais aussi Facebook, vous permettent d'entrer directement en contact avec les candidats à l'élection présidentielle ou leur entourage ? Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, d'abord, je partage tout à fait le point de vue exprimé à l'instant par William Cromwell. Mais s'il y a un engouement extraordinaire autour des réseaux sociaux, Facebook et Twitter,
Mais nous avons besoin, nous journalistes, nous sommes aussi rigoureux évidemment qu'à Paris, nous avons besoin d'une information vérifiée, une information réelle. Et c'est vrai que ces réseaux diffusent des flots d'informations qui parfois nous inquiètent. Ceci dit, la question porte sur l'influence des réseaux sociaux dans la campagne présidentielle. Oui, il y a eu un changement, bien évidemment. Les Martiniquais qui sont jeunes la plupart du temps portent un engouement particulier pour ces réseaux sociaux. Il y a, je peux vous dire que par exemple, ça ne concerne pas seulement les jeunes, qu'il y a 120 000 comptes Facebook à la Martinique, un petit peu moins pour Twitter. Et un spécialiste, un fin connaisseur de la vie politique n'attend pas forcément le journal télé de 19h30 pour savoir ce qu'a fait le candidat Bayrou à la Martinique, Nicolas Sarkozy ou un autre. Il est informé immédiatement, rapidement, parce que c'est vrai que l'on ne peut pas résister à cette vague de l'évolution technologique ni à ces nouveaux modes de consommation. Je vous donne un exemple. Hier soir, pour montrer comment les réseaux sociaux malgré la distance que l'on peut prendre par rapport aux informations qui y sont diffusées, pour montrer comment les réseaux sociaux prennent de la place et de l'importance. Hier soir, nous avons assisté à une rencontre, c'est vrai, un petit peu confidentielle des jeunes de l'UMP en faveur de leur candidat. Nous avons posté donc une photo et un texte simple. Ben, ça a fait réagir tout de suite. Ça a fait réagir qui? Les jeunes du MoDem qui estiment que il y avait un traitement qui devait être similaire pour le MoDem. Donc c'est ainsi que le réseau d'information se constitue dans un pays, encore une fois, qui a envie d'utiliser des réseaux très très performants aujourd'hui. On va rester avec nous, Joseph Naudin. Il y a Olivier Biffaud qui est à mes côtés, qui souhaitait intervenir sur ce que vous venez de dire, justement. Oui, je voulais réagir à ce que disait Joseph Naudin, justement, parce que ce qu'il vient d'évoquer est très intéressant et très significatif d'un moment de la campagne présidentielle. Il indique qu'une information concernant l'UMP a été donnée et que immédiatement le MoDem a réagi parce qu'il considère qu'il n'est pas traité comme les autres. Mais ce que l'on voit chez Joseph Naudin, loin d'ici, en Martinique, on le voit également en métropole ici. C'est-à-dire que toute la twittosphère centriste démocrate chrétienne est extrêmement remontée à l'heure actuelle parce qu'elle estime que François Bayrou, qui manifestement baisse dans les sondages, n'est pas traité à l'égal des autres candidats. Et on le voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'on ne pourrait le voir à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite. Joseph Naudin, on va revenir aussi sur un autre point de cette campagne et qui a un lien, on va le voir, avec les réseaux sociaux, c'est le fait que la Martinique fait partie de l'outre-mer qui va voter avant les autres, c'est-à-dire le 21 avril, le samedi, alors que le scrutin a lieu dans l'Hexagone et dans une autre partie de l'outre-mer le dimanche. On parle déjà de possibilités de fuite, d'indiscrétion qui pourraient fuiter justement sur les réseaux sociaux en provenance notamment de Martinique. Est-ce que ça vous semble quelque chose de crédible et est-ce que ça pourrait, selon vous, être de nature à influencer un petit peu le vote du 22 avril? Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que la Martinique vote 24 heures avant d'autres collectivités, le reste de la France, mais ce n'est pas la seule collectivité, c'est le cas de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour tenir compte évidemment du décalage horaire. Alors évidemment, j'imagine, alors ça c'est le problème totalement du CSA, le casse-tête quant à la régulation des réseaux sociaux. Nous savons que nous avons l'interdiction de diffuser des résultats en radio, en télévision et par voie électronique. Je sais que des amendes extrêmement assez importantes. 3 750 euros. 3 750 euros d'amende. Oui, ça commence à faire réfléchir à ce niveau-là. On sait que des amendes sont possibles, mais alors comment éviter des informations qui seront diffusées, regardez les réseaux sociaux, des informations qui seront diffusées ou par des Suisses ou par des Belges ou par des sites en France ou outre-mer également. Ce que nous revendiquons en tout cas, c'est le droit à l'information. À partir du moment où il y a une interdiction, nous souhaitons la respecter, même si d'autres ne respectent pas la règle, je ne vois pas comment nous serons en deçà, nous, de l'information.
Eh bien, écoutez, on suivra ça en direct, j'ai envie de dire, autour du 21 et du 22 avril. Merci, Joseph Naudin, d'avoir été avec nous. Si vous voulez rappeler Je vous en prie. votre compte Twitter, peut-être, pour que nos auditeurs puissent communiquer directement avec vous, puisque c'est bien vous qui tweetez directement. On est d'accord. C'est pas comme les candidats, vous n'avez pas d'équipe autour de vous. C'est sur le site de Martinique Première. Très bien, merci, Joseph Naudin. Au revoir. Au revoir. Erwan Gaucher, on va revenir sur ce qu'on disait à l'instant, justement sur cette fameuse amende de 3 750 € promise à toute personne qui divulguerait avant dimanche 22 avril à 20h des indications sur le scrutin du premier tour. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à dissuader d'abord les internautes et les tweetos et tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux? Et est-ce que des fuites sont possibles? On a déjà des idées? Elles sont possibles, Probables. probables et attendues. Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas ne pas avoir lieu. On est sur une réglementation qui est bien plus ancienne que l'existence des réseaux sociaux. On a toujours ce décalage généralement des réglementations et des lois en France par rapport aux usages et particulièrement aux usages numériques. Il est totalement impossible aujourd'hui de retrouver, très compliqué, pas totalement impossible, mais très compliqué de retrouver qui peut avoir tweeté depuis un compte anonyme ou ouvert sous une fausse adresse avec une adresse mail inexistante ou en tout cas ouverte uniquement pour cela, qui peut avoir tweeté les premiers résultats qu'une préfecture aura ou qui vont commencer à tourner dans les bureaux de vote. Et ce sera totalement impossible. Je souhaite énormément de courage au CSA qui ne m'a pas l'air de bien connaître la chose pour commencer à compter le nombre de retweets, vérifier si il y en a eu assez pour que ça puisse peser ou non sur la décision des personnes, mais on va sans aucun doute voir les choses beaucoup plus fuitées. Certains pays comme le Canada ont modifié leur législation électorale pour tenir compte de cela. On n'a pas fait en France, malgré des alertes qui depuis un peu plus d'un an reviennent régulièrement en disant il va forcément se présenter ce problème. Ça va forcément fuiter. Ce qui peut en revanche sans doute arriver, c'est que de fausses informations ou de fausses tendances soient diffusées par les différents camps et s'auto-annulent sur cette fois. Mais je pense que de façon assez probable, c'est sans doute, on doit attendre une évolution de cette législation-là après cette présidentielle, mais on va voir des choses fuiter avec une énorme différence. C'est qu'auparavant, sur les précédentes présidentielles, on pouvait aller voir sur des sites étrangers, en effet, sur des sites d'information, les premières tendances. Ces sites saturaient rapidement et à partir de 18h30, plus personne n'y avait accès parce que les serveurs sautaient. On ne va pas faire sauter les serveurs de Facebook ou Twitter. On a quand même un petit peu de marge, même si tous les Français y vont massivement. Et en plus, ça peut se diffuser beaucoup, beaucoup plus vite puisqu'on n'a pas besoin d'avoir la démarche d'aller les chercher. À partir du moment où vous êtes sur un réseau et que vous avez un smartphone, vous n'avez beau ne pas être intéressé et être sur la plage ou en balade avec vos enfants. Exactement. Et ça va changer beaucoup de choses. Vous, Olivier Biffaud, qui vous occupez du site présidentiel 2012 de France Télévisions, vous vous attendez aussi à des fuites. On va juste rappeler que les sites étrangers dont parle Erwan Gaucher, ce sont essentiellement des sites belges et suisses qui donnaient dans les scrutins présidentiels précédents les résultats avant qu'on ne les connaisse en France. Là, l'Outre-mer, une partie de l'Outre-mer, on l'a rappelé avec Joseph Naudin, vote avant, donc une journée avant le 21 avril. Est-ce que vous avez mis en place un système anti-fuite, on va dire ? Non, on n'a pas de système anti-fuite. Du reste, je ne sais pas très bien quel système anti-fuite on pourrait mettre au point. On a fait un papier qui a été diffusé sur le site pour expliquer justement ce que vient de dire Erwan. À savoir que comment voulez-vous interdire à la Tribune de Genève ou à la Libre Belgique de donner sur son site internet à 18h05 les estimations sorties des urnes qu'ils se seront eux-mêmes procurées. Je ne sais pas comment, mais évidemment, il va se produire ce qu'il s'est déjà produit dans les élections présidentielles précédentes, comme vous le disiez. En 2007, c'était déjà le cas. Alors, plus on remonte dans le temps, moins c'est vrai, parce qu'il y avait moins de moyens de communication rapide qu'aujourd'hui. Mais moi, la seule consigne anti-fuite que j'ai donnée aux journalistes de mon équipe, c'est que, sur le compte Twitter et sur le site présidentiel 2012, nous ne donnerons évidemment aucune information, même si nous en avons. Et j'ai fortement incité chacun des journalistes de l'équipe à ne pas utiliser son compte personnel pour donner des informations. Mais vous savez, très honnêtement, il va y avoir aussi les télés en continu qui vont être présentes dans les QG. Et selon les informations que les gens qui présentent dans les QG auront,
plus vous aurez une information ou une indication de la tendance à la joie ou à la tristesse. Il y a un chiffre qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Jean-Marie Le Pen a été qualifié pour le second tour, il y avait 198 000 voix qui le séparaient de Lionel Jospin. 198 000 voix, il y a 28 millions de comptes Facebook en France, il y a plus de 5 millions de comptes Twitter. Donc on voit que la différence peut éventuellement jouer. C'est-à-dire que si les résultats commencent à fuiter à 18h, les plus grandes métropoles françaises ont encore leur bureau de vote ouvert pendant 2 heures, 200 000 personnes. Vous les touchez en quelques minutes sur les réseaux. Si l'information commence à circuler, ça va très très vite. C'est la question justement que j'allais poser à William Cromwell, qui est chef du service politique de François. Est-ce que justement toutes ces fuites, y compris peut-être en provenance d'outre-mer, sont de nature à fausser ou à modifier le résultat du premier tour? Pour avoir vécu l'élection de 2002 à l'envers, justement, avoir eu les résultats nationaux avant même moi de descendre au bureau de vote parce que j'habitais Tahiti, je vais vous dire qu'on réfléchit à 2 fois pour mettre son bulletin de vote. Alors, est-ce qu'il y aura suffisamment d'électeurs dans l'outre-mer rassemblés qui auront voté le samedi pour créer une vraie tendance et que ça après provoque une réaction pour dire ah non surtout pas ou non on va confirmer ou par rapport aux millions d'électeurs dans l'Hexagone, je ne sais pas si ça vaut le coup de censurer tout ça, quoi. On verra ça. Est-ce qu'on peut imaginer, si on extrapole au-delà de cette présidentielle-ci, Erwan Gaucher, vous qui êtes spécialiste des réseaux sociaux, qu'on puisse un jour voter, par exemple, par Internet, par Facebook, par Twitter? Alors si on peut un jour voter par Internet, ça sera sans doute pas via les réseaux sociaux, parce que là, ça serait quand même on leur confie déjà beaucoup de choses, hein. On leur donne une grosse partie de notre vie privée. Je suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à leur confier en plus nos votes, mais c'est une tendance, on y réfléchit de plus en plus à permettre le vote électronique. Après tout, on paye bien ses impôts et on déclare bien des choses très, très sécurisées, dont ses revenus sur le web. Pourquoi ne pas aussi pouvoir faire le vote? Ça serait là aussi commencer à rapprocher sans doute le vote des usages des personnes, puisque ça n'est pas quelque chose qui est réservé aux jeunes. On parle en effet beaucoup des jeunes, s'il y a une grande influence sur les jeunes, mais 28 millions de comptes Facebook en France, il y a hélas pas 28 millions de jeunes en France. Donc ça touche maintenant quand même à peu près toutes les couches de la population. Évidemment, plus on avance dans l'âge, moins c'est le cas, mais on a quand même beaucoup de monde et tout le monde est touché. Je suis pas sûr moi personnellement, je suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'au vote électronique. Moi, je trouve plutôt bien d'avoir encore cette démarche pour ça, encore se lever de son canapé et aller poser un bulletin dans l'urne. En tout cas, on va quand même voir la prochaine présidentielle sera sans doute celle sur lesquelles les réseaux vont vraiment jouer, parce qu'on aura une nouvelle génération d'hommes politiques qui sauront les utiliser. La prochaine, c'est 2017. Exactement. C'est pas 2012. C'est pas 2012. Là, ils le découvrent. À la prochaine, ils le maîtriseront, et je pense qu'on en aura quelques-uns qui vont nous inventer des choses dont on n'a pas encore idée. C'est aussi votre opinion, Olivier Biffaud? Écoutez, moi, si j'en crois un des candidats à l'élection présidentielle, d'ici 50 ou 70 ans, on pourra même tweeter et voter de la planète Mars. Hein. Je crois qu'on parle de Jacques Cheminade, hein, c'est ça? Voilà. On verra. Donc d'ici là, sera-t-on encore là nous-mêmes? La question vous peut-être, moi certainement pas. En tout cas, pour en finir avec cette question et notre débat qui s'achève, est-ce que selon vous, et je pose la question à chacun d'entre vous, finalement ces réseaux sociaux ont contribué à rapprocher l'outre-mer de l'Hexagone et à faire des élections ou de l'élection présidentielle une élection où il n'y a plus de décalage entre l'outre-mer et l'Hexagone? Je pense que c'est difficile de vous répondre par un oui franc et massif ou par un non définitif. Il doit se passer pour l'outre-mer la même chose que ce qui se passe pour la métropole. Alors, avec cet élément supplémentaire qu'effectivement, les réseaux sociaux abolissent un petit peu les distances. Donc, effectivement, l'outre-mer, en ce sens, se sent probablement plus proche qu'elle ne l'était dans le passé. Oui, c'est plus une impression qu'une vraie analyse. Une réalité. Mais j'ai effectivement l'impression que les tweetos ou les abonnés Facebook d'Outre-mer ont pu rentrer dans la campagne et participer. Bon, parce qu'il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de distance. Maintenant, que les candidats aient tenu compte de l'intervention des tweetos ultramarins, j'en suis pas certain. Peut-être pas au point de plus se déplacer d'ailleurs outre-mer, peut-être même s'ils le font moins.
Non, et globalement, d'ailleurs, on voit bien, moi j'ai trouvé que c'était une élection par rapport notamment à la précédente qui était marquée par des meetings qui me donnaient l'impression d'être encore plus suivis que les fois d'avant, des meetings et des réunions publiques sur lesquelles il y avait un véritable engouement, et je pense qu'en revanche, en Outre-mer comme en métropole, les réseaux ont servi à une réappropriation en partie de ce débat-là par les gens, puisqu'il y avait un endroit simple, facile, dans lequel qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour venir discuter de ce qui s'y passe. Ça, c'est plutôt un bon signe. On verra si c'est quelque chose de superficiel qui est resté sur les réseaux ou si c'est quelque chose qui se traduit en regardant l'abstention, qui sera le moment de savoir si les réseaux ont provoqué un engouement qui va jusque-là ou pas. En même temps, il faudra quand même des campagnes sur place. Oui. On n'y échappera pas. Les candidats ont besoin d'entendre et les électeurs ont besoin aussi de voir leur candidat. Et juste pour compléter ce que vous dites, c'est que quand un candidat se déplace outre-mer et qui va à La Réunion, non seulement il s'adresse à la communauté qu'il rencontre sur place, mais il s'adresse aussi à tout l'outre-mer qui est installé en métropole, évidemment. Donc les voyages présidentiels ou des candidats, en tout cas outre-mer, on l'a compris, auront encore de beaux jours devant eux, tout comme les comptes Twitter et Facebook pour l'élection présidentielle notamment. Merci à tous les trois de votre participation. Salut Joseph Naudin et le rédac depuis La Réunion. Merci à tous de votre attention. À bientôt.